Bonjour à tous et à toutes. Au nom des équipes militantes et salariés de la délégation Maïf de Lyon, au nom de celles et ceux qui ont œuvré à l'organisation de cet événement, je vous souhaite la bienvenue au Skeneto. Et j'en profite pour remercier Madame la maire de Moneto, présente ici ce soir, ainsi que toute l'équipe du Skeneto pour son accueil chaleureux et efficace. C'est un vrai plaisir de vous voir aussi nombreuses et nombreux pour assister à cette conférence de Georges Fetterman sur les arbres remarquables. Et nous sommes très heureux que cette conférence s'inscrive dans les 16e rencontres auxerroises du développement durable. Je me permets de saluer la qualité du travail des RAD, la qualité des propositions qui sont faites chaque année pour inviter chacun et chacune à contribuer à bâtir un monde plus juste et plus durable. Je passe pour quelques instants la parole à Denis Rochecourt, président des RAD. Bonjour à toutes et à tous déjà, et bienvenue donc dans les 16e rencontres auxerroises du développement durable, puisque ça a commencé en 2009. Alors, cette année, le titre Un monde sans un mot, on a beaucoup discuté au sein de l'association, puisque c'est une association en fait, qui organise ces rencontres. Elle ne sert que à organiser ces rencontres. On a beaucoup discuté sur ce thème qui semblait, quand on l'a choisi il y a 2 ans, peut-être un peu en dehors de nos zones d'activité d'habitude. Mais en fait, on voit rester aujourd'hui qu'en fait, on a très bien visé, et les rencontres, on essaie toujours d'avoir un temps d'avance. Par exemple, on a fait des rencontres sur l'intelligence artificielle avant que tout le monde en parle, etc. On essaie de viser bien au niveau des sujets. Alors, forcément, là, aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui nous ont montré que dans une époque où le niveau d'anxiété, d'addiction et de dépression est important, une époque où la violence exacerbée envahit les rapports humains, il était important pour nous de choisir ce thème. Alors, nous avons choisi ce thème, mais en essayant de positiver, c'est-à-dire l'inverser, en fait, ce thème. C'est-à-dire, comme on pense qu'il est temps de changer de trajectoire, nous avons choisi de mettre en avant une valeur positive, l'amour. Donc, c'est le cas de ce soir, l'amour de la nature, l'amour des arbres, etc., enfin, avec une présentation. Ce soir, donc, c'est en partenariat avec la Maïf, qui sont avec nous depuis déjà de nombreuses années, puisqu'on avait fait venir ils avaient fait venir un chef papou dans des rencontres sur le réchauffement climatique, je crois. Il y avait aussi un grand succès, c'était aussi le CGR d'Auxerre. Alors, donc, c'est eux qui présenteront la soirée. Et moi, je voulais juste rappeler que donc, les RAD, c'est une association ouverte à tout le monde. Tout le monde peut y adhérer. C'est aussi grâce à ça qu'on peut faire venir des gens intéressants, etc. Chaque année, donc, on organise ces rencontres, on choisit un thème central, c'est ça le sujet principal, et après, on essaie de choisir des gens, des intervenants qui nous semblent les plus intéressants dans ces thèmes-là. Et puis après, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie aussi, après, de voir localement ce qui existe. Donc, pendant le thème, il y a déjà des choses qui se font sur le territoire, et on organise des visites ou des choses comme ça. Par exemple, donc en 2022, on avait fait les intelligences animales. En 2023, le réchauffement climatique. En 2024, l'intelligence artificielle. L'année dernière, c'était sur le thème de l'alimentation, avec des ateliers de cuisine, etc. Et puis, cette année, donc, un monde en manque d'amour. Alors, en fait, ces rencontres se donnent pour mission deux missions essentielles. Un, de faire réfléchir les citoyens autour des questions de durabilité et d'organisation de la cité. Et puis de permettre aux citoyens et aux futurs citoyens, parce qu'on fait aussi des actions avec les écoles, de développer une compréhension critique du monde dans lequel nous vivons, de prendre conscience de sa complexité, de sa fragilité, et d'adopter si possible une attitude d'éco-citoyenneté. Voilà, merci. Merci. Je reprends la parole quelques instants pour répondre à une question que vous vous posez peut-être. Si vous ne vous la posez pas, je vous apporte néanmoins la réponse. Pourquoi la Maïf développe-t-elle un tel partenariat avec les RAD et pourquoi vous propose-t-elle ce soir une conférence sur les arbres remarquables? Eh bien tout simplement parce que la Maïf n'est pas une entreprise comme les autres. Et j'ai plaisir à citer les propos de Jean Leroy, un des fondateurs de la Maïf. « Je risque de vous étonner, dit Jean Leroy, de vous surprendre en déclarant que nous ne sommes pas des assureurs. Nous sommes avant tout, essentiellement,
une association animée par l'esprit mutualiste, fondée sur le dévouement, le désintéressement, sur la volonté de servir et non pas la recherche du profit. La Maïf, il est important de le rappeler, est une mutuelle. Elle n'a pas d'actionnaire, elle appartient à ses sociétaires. C'est une structure de l'économie sociale et solidaire. Or, l'ESS est un mode d'entreprendre, un modèle économique qui interroge ses finalités, qui se préoccupe du temps long, qui est ancré sur les territoires. Il est donc logique que la Maïf se préoccupe de l'urgence écologique à laquelle nous sommes confrontés. Et je vous apporte ici 3 preuves de cet engagement de la Maïf au service de l'intérêt général. En 2020, la Maïf est devenue société à mission. Elle a inscrit 5 objectifs sociaux et environnementaux dans ses statuts et s'est engagée à mener toute son activité au service d'un mieux commun. En 2022, elle a créé le fonds Maïf Forêt avec un double objectif, la protection durable des forêts et la rentabilité à long terme. Et ce sont plus de 100 millions d'euros qui ont été investis dans l'achat de 17 parcelles, totalisant une surface de 6060 hectares. Enfin, en 2023, la Maïf a mis en place le dividende écologique, qu'on appelle parfois les 10% pour la planète. En cas de résultat positif, ce sont en effet 10% de ce résultat qui sont alloués à des actions de préservation de la biodiversité et à des actions également de solidarité à l'égard des sociétaires les plus vulnérables au risque. Vous comprenez mieux pourquoi il y a une certaine évidence à accueillir ce soir Georges Federman, président de l'association Arbre, et Alain Desbrosses, correspondant local de l'association. Avant de leur céder la parole, j'ajoute 3 informations pratiques. Nous aurions aimé commencer cette conférence autour de l'arbre remarquable qui se trouve à 2 pas d'ici. Mais à 250, c'est pas pratique. Alors ne manquez pas d'aller regarder, jeter un œil à cet arbre en sortant. Mais avant de sortir, vous pouvez profiter du jus de pomme que nous vous offrons pour pouvoir continuer les échanges. Et enfin, dernier point important pour nous, merci de bien vouloir compléter le questionnaire de satisfaction qui vous a été remis et de le laisser à l'entrée, on sera là pour le récupérer. Ça nous permet évidemment d'améliorer l'organisation de ce genre de manifestation. Je passe la parole à Georges et Alain. Merci à eux pour leur présence ce soir et merci beaucoup à vous pour votre présence. Bonne soirée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureux d'être parmi vous. Alors, pour avoir fait plusieurs conférences, là, on est en train de battre les records, chers amis de Moneto et de Lyon, dans le nombre de participants. On est dans les records. Oui. Donc, moi, je suis le président de l'association Arbre, qui a pour vocation de faire connaître et préserver les arbres remarquables de France. Et je suis en bonne compagnie avec mon ami, très cher ami, parce qu'on se connaît depuis bien longtemps, sur le terrain des arbres, puis d'autres, des domaines de la nature. Alain Desbrosses, ici, qui est... bon, moi je suis là, c'est bien, mais il est là, c'est encore mieux. Parce que c'est vraiment l'homme de terrain pour la Bourgogne. Lyon, c'est un petit peu son terrain, mais enfin il vous dira, il connaît bien, mais il connaît tous les arbres bourguignons, et sans parler des autres éléments naturels ou de patrimoine. Voilà, donc on s'est retrouvés sur ces chemins-là. Je n'avais pas eu l'occasion de voir l'arbre remarquable qui est juste à 80 mètres d'ici. Quand vous sortez, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. C'est un oranger des Osages. Les Osages, c'est une tribu indienne. Un arbre américain qui a toutes les vertus d'un arbre remarquable. Donc, pour commencer, j'aurais pu prendre l'oranger des Osages qui est dehors, ou bien celui-ci, pour vous définir ce qu'est un arbre remarquable. Ici, c'est un arbre, moi je dis francilien, ça existe encore, il est parisien. En général, ça se passe comme ça, hein, les gens. Ah, vous êtes de Paris, alors ils tapent sur l'épaule. Ah bon, mon pauvre. Et on a des belles choses, par exemple, en région parisienne, dans le département des Hauts-de-Seine, un cèdre pleureur,
qui va me servir de modèle pour définir ce qu'est un arbre remarquable. Un arbre, ne cherchez pas des choses très compliquées, c'est un arbre qui peut être très gros, avoir plus que très grand, qui a un tour de taille imposant, qui peut être très âgé. Alors celui-ci il n'est pas extrêmement âgé, 170 ans à peu près. Pour un arbre, c'est pas très vieux. Ça doit être à peu près, à mon avis, l'âge de l'arbre qui est à l'extérieur. Il peut avoir des formes exceptionnelles. Je fais le parallèle avec l'arbre qui est dehors. Ceux qui l'ont regardé, il a des formes très tourmentées, assez étonnantes. Tout ça, ça fait la remarquabilité. Et il faut y ajouter une dimension qui est incontournable, c'est le lien avec l'espèce humaine. C'est-à-dire que si des arbres sont là, comme celui qui est dehors ou comme celui-là, c'est que des humains ont décidé un jour qu'ils continuent leur carrière, pas les humains, les arbres, que les arbres continuent leur chemin et qu'on les préserve. En un mot, sa petite histoire, c'est que c'est près, si jamais il y en a qui connaissent un peu le sud de Paris, à Châtenay-Malabry, il y a la maison de Chateaubriand. Et c'est près de la maison, il y en a qui connaissent. Il y a un arboretum avec. Il y avait un pépiniériste au XIXe siècle, et un jour il a vu pousser un cèdre bizarre qui redescend. C'est ça, le cèdre descendait au lieu de monter. Les arbres sont faits pour aller vers le ciel, sauf certains qui ont une croissance différente, comme ce cèdre qu'on pourrait appeler, comme pour les saules, le cèdre pleureur, un cèdre pleureur. Il n'y en avait aucun dans le monde qui était connu. Et tout était dans la perspective que ce petit arbrisseau, il avait toutes les raisons de s'en débarrasser de cet arbre-là. J'imagine ses collègues qui venaient voir qu'est-ce que c'est que ce truc. Un cèdre qui descend comme ça, c'est invendable. En gros, caricaturons, mais tu peux le virer, hein, c'est pas la peine de le garder. Et lui, le pépiniériste en question, dit je vais quand même le garder. On est 170 ans plus tard, à mon goût, c'est devenu un des plus beaux arbres de France par son esthétique que la photo a du mal à rendre compte. Et il s'est croisé avec des éléments de patrimoine réels, puisque, et c'est très souvent, hein, ici en Bourgogne, il nous en parlera tout à l'heure, les tilleuls près des églises, enfin, il y a souvent un très beau monument à côté d'un arbre ou un bel arbre à côté d'un monument. Et les exemples sont multiples. Et là, il y a un artiste qui a travaillé et qui a fait des étais en bois sculptés. Vous ne pouvez pas le voir là, mais chaque support, chaque étai est sculpté des mains d'un artiste qui s'appelle M. Balu. Et alors, il y a des gens qui lui font le reproche, mais cet arbre qui devrait pleurer, tu l'obliges à se tenir comme ça, un petit peu redressé, tu le contrains. Et à chaque fois, sa réponse, j'ai entendu 2 ou 3 fois dire ça, je ne le contrains pas, je l'accompagne. Et c'est un petit peu vrai, ça ne peut être que quelqu'un qui aime les arbres et qui accompagne cet arbre. On a des exemples multiples un peu partout. Forcément, cet ensemble-là, d'origine en partie naturelle et d'origine culturelle, avec un travail d'artiste, devient un arbre remarquable. Ça permet de dire un mot de ce qui s'est produit à un moment donné, un mot qui, dans un temps, maintenant heureusement un peu loin derrière nous, c'était le mot mutation, mutation génétique. Parce que le public imaginait tout de suite que c'était des savants fous qui trituraient d'un patrimoine génétique et que c'était extrêmement dangereux. Or, on sait aujourd'hui que la mutation génétique, je ponctuerai ma petite intervention avec des éléments naturalistes, de biologie, de tradition certes, mais aussi de biologie, ça s'en est un. Il y a sans arrêt dans la nature ou dans des horticultures des mutations qui surviennent, et retenez cette idée, ce sont ces mutations, tous les scientifiques l'affirment aujourd'hui, qui sont le principal facteur de l'évolution. C'est parce que dans la nature il y a des mutations qu'il y a eu évolution au cours des millions d'années qui nous ont précédés. Darwin ne pouvait pas comprendre ça, mais il avait compris le fil de l'histoire, mais il n'avait pas la génétique pour l'aider. Donc retenez l'idée
mutation comme un facteur positif. Donc voilà un exemple. On regarde un autre exemple, rien à voir, mais ça, c'est le genre d'arbre que, au début, quand on a commencé à s'intéresser, l'un ou l'autre d'ailleurs, aux arbres remarquables de France, c'est plutôt vers cela qu'on se tournait. Des arbres, vous en avez plein ici, hein, dès qu'on quitte la grande plaine cultivée et qu'on va vers des zones un peu plus bocagères, et il y a des grands arbres qui sont au milieu des champs. Tu m'avais montré quelques arbres de milieu de champ, de bocage qui sont exceptionnels, qui sont très très beaux. Là, on n'est pas du tout dans la région, on est dans les Pyrénées, où il y a ce chêne dont l'âge est estimé à 700 ou 800 ans. Question qu'on pourra avoir dans le débat après si nécessaire, si on a le temps. Comment vous faites pour déterminer l'âge d'un arbre? Et moi, je pourrais vous faire ce geste-là, comme j'ai un grand-mère en plus, au pifomètre. On n'a pas d'éléments pour des arbres comme ça pour déterminer précisément l'âge d'un arbre, sauf si cet arbre a une valeur historique. Dans l'Yonne, vous avez, t'en parleras, des arbres de suivi, des tilleuls plantés à l'initiative du ministre d'Henri IV, donc on sait à peu de choses près leur âge exact. Mais un arbre comme celui-là, c'est quasiment impossible. Certains idiots nous diraient, vous n'avez qu'à couper, vous aurez les cernes à l'intérieur, et notre satisfaction humaine, notre curiosité, parfois excessive ou parfois même imbécile, nous donnerait l'âge. Et même pas, puisque la plupart de ces arbres sont creux. Ils se creusent au fur et à mesure des temps, et donc vous n'avez pas les cernes de l'intérieur, et donc de toute manière, on ne pourrait pas connaître l'âge de cet arbre. Donc on en est à... Tout ce qu'on dira l'un ou l'autre, c'est sauf des arbres qui ont un élément historique, c'est il se peut qu'il ait, il a à peu près, il a environ, on va rester dans un certain flou, et je dirais, il faut qu'on se fasse à l'idée que, enfin moi c'est avec le temps que j'évolue un peu comme ça, je me dis, mais c'est pas grave après tout. Pourquoi on voudrait absolument savoir, ben oui, mais on aime bien savoir, etc. Et ben oui, mais si on ne sait pas, c'est pas grave. Admirez cet arbre magnifique, il est superbe, profitez-en, mettez-vous à son ombre, et c'est déjà pas mal. Et puis si on ne sait pas exactement l'âge, c'est pas dramatique. Alors comment un arbre comme celui-là peut devenir remarquable? Bon, vous voyez qu'il a pris des coups de tempête ou de vent. Est-ce que j'ai besoin de vous dire d'où venait le vent? Je pense que spontanément vous voyez, il venait des Pyrénées, ce sont les Pyrénées qui sont là-bas, c'est un arbre béarnais, Pyrénées-Atlantiques. Et ce que j'imagine, c'est qu'il y a quelques siècles, il y a un papy de papy, un arrière-grand-père des générations actuelles, qui a dit « Oh, ben celui-là, je le garde. Je le garde, et il y a des troupeaux qui viennent en dessous, et puis ça vaut la peine de le conserver. » On ne va pas le couper parce que la destinée à la campagne ou en forêt était que les arbres devaient servir à quelque chose. Donc on les coupait quasi systématiquement pour qu'ils servent aux humains. Et donc celui-là, à la génération d'après, bah, vous imaginez, hein, la génération suivante, lui il a dit que c'est bien de le garder, et donc on va le garder. Et nous on est arrivés à la 7, 8, 9e génération, je ne sais pas, et les enfants étaient là. On a fait ce qu'on a inventé il y a en l'an 2000 exactement. On a remis un label Arbre remarquable de France pour encourager la famille en leur disant bah, vous le gardez, vous le préservez, on vous encourage à le préserver. On a bien fait, comme le montre l'actualité concernant les arbres, qui fait qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui, c'est que le public, nous sommes tous plus sensibles aux arbres qu'il y a 20, 30, 40 ou 50 ans, où l'arbre est un objet qui devait servir à quelque chose. Aujourd'hui, il y a quand même la question climatique, et je n'ai pas besoin de vous parler aujourd'hui de la question climatique. Je suis venu à pied, moi, de la gare jusqu'à mon hôtel à Auxerre, on est au mois d'avril, je crevais de chaud, quoi. Tout le monde voit bien que le problème est réel, que personne ne l'a inventé. Et puis l'autre, auquel nous, naturalistes, on est très sensibles, c'est la biodiversité.
des vieux arbres comme ça sont des monuments d'accueil. Je suppose que parmi vous, il y a des passionnés d'oiseaux, c'est souvent les oiseaux, hein, il y a souvent des amoureux des oiseaux. Bon, ben, on est tous à dire que ces arbres-là, ils sont importants pour préserver la faune, oiseaux, petits mammifères, insectes. Alors on revient un peu à la question des mutations, et on grimpe à partir d'ici de 150 km vers Reims, à peu près. Près de Reims, vous avez une forêt entière sur ce qu'on appelle la montagne de Reims, que certains connaissent, c'est pas très très loin d'ici. C'est la forêt de Verzy, sur c'est combien, 30 km de Reims. La forêt de Verzy, où il y a environ 1 millier d'arbres comme ceux-là. Est-ce que ce sont des arbres remarquables? Oui, incontestablement. Ils sont vieux, ils ont une forme particulière, ils ont une histoire, ils sont exceptionnels. Et moi, j'ajoute toujours une dimension à tout ce que j'ai dit, c'est pour la remarquabilité, c'est le coup de cœur. C'est-à-dire que spontanément, on a envie de voir et d'admirer des arbres comme ceux-là. Si vous m'avez suivi tout à l'heure sur la question des mutations, on sait aujourd'hui, les scientifiques le confirment, que ce sont des êtres, hein, les êtres tortillards. Les êtres tortillards, l'explication, de manière quasi certaine, est celle d'une mutation génétique qui est survenue il y a des milliers d'années, dizaines de milliers d'années, on ne sait pas, qui fait que les êtres, normalement les êtres ils poussent vers le haut, hein, ils se précipitent vers la lumière, que ces êtres-là redescendent vers le bas, il y a des inégalités de croissance, mais dont la cause est quasiment certaine, de manière certaine, une mutation génétique. 1 millier d'arbres comme ça à un endroit. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils soient groupés en forêt de Reims, en forêt de Verzy. Maintenant, on en a trouvé ailleurs en France, en Europe quelques-uns, au Danemark, en Allemagne. En Auvergne, la grande spécialiste des êtres tortillards est auvergnate, et elle va voir ces tortillards sur les flancs de la chaîne des Puys, des volcans d'Auvergne. Et puis, je peux dire un petit mot, il a eu depuis peu de temps contact avec des forestiers qui ont signalé, alors de manière discrète dans un premier temps, et puis finalement l'existence est avérée, une population bourguignonne, mais je te dirai peut-être un petit mot, de plusieurs centaines d'arbres qui est une découverte très très intéressante. Côte d'Or, Saône-et-Loire, Mâconnais. Dans le Mâconnais. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens, des généticiens qui viennent du monde entier pour étudier les tortillards. Alors, ils sont assez étonnants parce que leur erreur génétique, c'est de redescendre. Un être, normalement, ça va vers la lumière. Hein. Mais ce à quoi on assiste, c'est que sur certaines branches, regardez ma main, les arbres partent comme ça, vont redescendre, et ouf, la branche repart vers le haut, on appelle ça une réversion, c'est-à-dire que la mutation fonctionne à l'envers, d'où la passion que ça déchaîne chez des généticiens du monde entier. Est-ce que ce sont des arbres remarquables? Oui. Est-ce que, d'après ce que je vous ai dit, presque forcément en France, quand il y a des arbres remarquables, il y a un lien avec Homo sapiens, avec nous? Oui. Et là, le lien, il est presque sûr parce que des populations comme celle-là n'auraient pas de raison de continuer leur carrière en forêt. Pourquoi? Parce qu'il y aurait toujours des arbres plus hauts qu'eux pour leur faire de l'ombre et les tuer. En fait, donc, on peut supposer que des hommes ou des femmes aient décidé d'éclaircir, comme disent les forestiers, au-dessus de ces tortillards, vous voyez, d'enlever des grands arbres pour que ça ne leur fasse pas d'ombre. Alors on pense, l'hypothèse la plus probable, c'est que ce serait il y avait une abbaye pas loin, que ce serait des moines qui auraient fait ce travail d'éclaircie pour libérer, donner de la lumière à ces... Et dans vos esprits, si vous êtes naturaliste, vous avez suivi jusque-là, si vous êtes historien, la suite vient naturellement. Pourquoi les moines auraient
fait ce travail pour préserver cette population? Réponse, on ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce qu'il y voyait la main de Dieu ou la main du diable? Qui sait? On en est là, et ce qui rend le sujet d'autant plus passionnant. Actuellement, ceux qui font un travail à Verzy, c'est l'ONF qui fait des éclaircies, donc qui enlève des grands arbres au-dessus pour que la croissance des tortillards puisse se faire. Donc, au passage, deuxième question, gentiment philosophique sur le plan scientifique, c'est un débat chez les amoureux de la nature. Est-ce qu'il faut intervenir pour préserver une population comme celle-là? Tout le monde n'est pas d'accord. Moi, je pense que oui, mais j'ai des amis naturalistes qui disent non, il faut laisser faire complètement la nature. Il n'y a pas de réponse absolue. Hein. Personne n'a raison, complètement tort. C'était la réflexion philosophique. Ça aussi, c'était le genre d'arbre qui nous plaisait au début. C'est dans le Berry, ici dans le Cher, un vieux chêne, âge estimé, encore une fois, 600 ans. On se réfère souvent à la circonférence de l'arbre, mais la circonférence, au début de la passion des arbres remarquables, quand une association s'est constituée, c'est 1994, on se référait un peu à ce que faisaient les Anglais. Et les Anglais étaient et sont toujours des passionnés des records. Donc un arbre était remarquable, s'il fait un tilleul de Sully, s'il fait 6 mètres 80, il est intéressant, mais il est plus intéressant que celui qui fait 6 mètres 74. Non, je le présente de manière un peu ironique, mais le record était la référence. Record d'âge ou record de mesure. Je connais dans les Pyrénées un gars dont la seule passion est la hauteur des arbres. Donc il mesure les arbres, et puis s'il en trouve un qui fait 15 cm de plus en hauteur, il peut pas, il baigne dans le bonheur le plus absolu, c'est très bien. Hein. Et vous regardez l'arbre, après, il dit, mais qu'est-ce qu'il trouve? Il n'est pas terrible, cet arbre, il est assez moche. Donc je pense qu'il y a un ensemble d'éléments subjectifs qui font la remarquabilité. Et l'histoire des records, enfin, moi, j'ai un peu laissé ça de côté. Mais par contre, on continue, dans les livres d'Alain ou Bénien, à marquer, évidemment, les dimensions et l'âge supposé qui donnent des bonnes indications. Mais ceux qui ont vu le rangé des osages qui est dehors, aller prendre sa circonférence alors qu'il s'appuie sur un mur, la circonférence va pas donner d'éléments très riche. Par contre, des vieux arbres comme ceux-là, ce vieux chêne du Berry, si on se réfère aux problèmes modernes, on sait que des vieux arbres, et ça dans les villes c'est important à savoir, quand on fait des plantations, travaillent plus ou mieux pour, vous savez, produire de l'oxygène, capter du gaz carbonique, envoyer de l'eau dans l'atmosphère, c'est les 3 choses principales qu'ils font. Et quand on nous demande notre avis dans les villes, très souvent, ça se passe un petit peu comme ça, il y a peut-être des représentants municipaux ici qui font souvent un excellent travail et qui sont souvent très, très, très motivés, moi j'en rencontre beaucoup, mais dont le truc c'est, tout va bien, on a planté 653 arbres. Et nous, on est toujours là, enfin je suppose que tu fais un peu comme moi, vous avez planté 653 arbres, on vous soutient à fond, bravo. Mais par contre, les 4 gros chênes que vous avez dans une pâture ici, le gros cèdre que vous vous apprêtez peut-être à couper parce qu'il y a des risques de sécurité, etc., nous on vous recommande, en sécurisant les arbres si c'est nécessaire, mais de les conserver. Nous, un des rôles de notre association, c'est de dire les arbres un peu anciens, gardez-les, avec, d'abord, ils peuvent être très beaux. Ils travaillent sur le plan de la biodiversité beaucoup. Ils servent d'accueil à beaucoup d'animaux. Et puis on sait, d'après même des mesures, que du point de vue de la photosynthèse, c'est-à-dire les échanges de gaz à la lumière, ils travaillent mieux que 10 jeunes petits arbres qui ont été plantés.
Donc on recommande vraiment de conserver des arbres anciens quand c'est possible, c'est pas toujours possible. Ici on pourrait être en Bourgogne, c'est pas le cas, là, on pourrait être dans le Morvan. Ici c'est dans le département de l'Allier, avec une allée qu'on appelle l'allée des géants. Alors encore un travail humain, ce sont des hêtres là encore, et les hêtres, ces hêtres-là, ont été travaillés par les paysans il y a au moins un siècle. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils entortillaient les branches basses, je passe sur les détails, pour faire des haies. Vous voyez, ça se fait encore, hein, ça revient un petit peu à la mode, il y a des jeunes professionnels qui retravaillent, ça s'appelle le plessage. Et ils plessaient les arbres, ils entortillaient les branches pour faire des haies. Le paysage n'était pas du tout celui-là, c'était pas de la forêt derrière, c'était des prairies. Donc ça servait à canaliser en gros les vaches le long des chemins et à les laisser dans des pâtures pour qu'elles n'en sortent pas. Et puis les paysans sont partis, pour beaucoup. Les vaches, beaucoup d'entre elles ont suivi le mouvement, si je veux dire, puisqu'il n'y a plus personne pour les élever. Et les pâturages autour ont été envahis de forêt naturellement, ou bien plantés de ce qu'on ne recommande pas, de sapins de Douglas, qui est la folie actuelle en France. Dès qu'il y a un peu d'espace, on plante des sapins de Douglas. Voilà, c'est pas vraiment notre truc. Hein. Et dans quelques centaines de cas, il reste des haies comme ça, des haies blessées qui subsistent et que évidemment nous on va encourager à conserver, à préserver, à mettre en valeur. Parce que ce qui se passait dans les années 1960, 70, 80, c'était bulldozer et on bâtissait tout ça pour agrandir les champs. C'était le fameux remembrement. Ça a été dévasté complètement. Or, aujourd'hui, on voit qu'avec le temps, d'abord esthétiquement, ça donne des formes incroyables. Et puis, sur le plan de la biodiversité, c'est des réservoirs extraordinaires à insectes, à oiseaux. On va imaginer qu'il s'agit d'un chêne, ce qui n'est pas le cas d'abord, mais ça n'a pas d'importance. On va faire un petit peu de biologie. Imaginez qu'on a affaire à un grand chêne avec 1, 2, 3, 4, 5 grosses branches, qu'on appelle les charpentières. Et les Suisses, les premiers, les scientifiques, il y a une quinzaine d'années, se sont demandé qu'est-ce qu'il y a comme patrimoine génétique dans des arbres comme ça. On s'attendait à ce qu'on trouve la même chose que dans le monde animal ou humain, c'est-à-dire un être vivant égale un génome, un seul ADN. Pour dire les choses simplement, si moi on teste, j'assassine Alain par exemple, et on fait une enquête après, ça ne t'a même pas protesté. Et on fait une enquête sur moi, et on trouve un bout d'oreille, un bout de cheveux à moi, ou un petit bout de peau ou autre, vous doutez du résultat, c'est le même ADN qui est présent dans toutes les parties de mon corps, qu'on appelle le génome. Chez les animaux, c'est la même chose. Un animal, un seul génome. Vous vous doutez de la suite. Ce qu'on a découvert il y a une quinzaine d'années dans le monde, alors retenez-le ça, dans le monde végétal et notamment chez les arbres, c'est que dans la branche de gauche, il y a un génome légèrement différent de la deuxième branche, légèrement différent de la troisième, légèrement différent de la quatrième. Autrement dit, dans un même être vivant, on sait que chez les arbres, pas spécialement remarquable, chez tous les arbres, et dans le monde végétal, il y a des génomes différents dans un seul être vivant. Vous m'avez suivi. Les passionnés de nature, il y a peut-être d'anciens collègues, moi j'étais prof de SVT, d'anciens collègues, des collègues de SVT, on a toujours enseigné qu'un être vivant égale un seul génome. Et là, on se rend compte que chez les arbres, c'est pas le cas. Par branche, il y a des génomes différents. Ça a été une révolution clandestine. C'est-à-dire qu'il y a eu juste un article de 10 lignes dans Science et Vie
pour annoncer une révolution comme ça dans le domaine des sciences. Or, ça mérite, il est toujours temps, hein, il est toujours temps de dire au public, on a découvert un truc incroyable concernant les végétaux et notamment les arbres. Dans chacune des parties de leur corps, il y a un génome différent. C'est une colossale révolution scientifique qui montre que le monde végétal est très différent du nôtre, très supérieur dans ses possibilités. Alors, est-ce que c'est dans les hypothèses, on dit c'est parce qu'il ne bouge pas? Effectivement, quand on ne peut pas se déplacer, avoir dans la partie gauche un génome légèrement différent de la partie droite, ça peut être utile. C'est peut-être ça l'explication. En tout cas, on n'est pas allé jusqu'au bout de cette explication, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a découvert un truc incroyable dans les arbres, et notamment dans les gros chênes. Ce sont les Suisses qui ont trouvé ça il y a quelques années. Celui-là, moi j'ai mes petits chouchous. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'est dans les Deux-Sèvres, et au nord de Niort, où il y a un pigeonnier, patrimoine, hein, qui est éventré, hein, il n'a plus son toit. Et il y a un oiseau qui est venu mettre sans doute une graine, un oiseau à petit rongeur, mais sans doute vous savez, les grands transporteurs de glands sont les geais. Un jet probablement, qui allait mettre une graine au milieu du cercle du pigeonnier. Et il l'a mis en plein milieu. L'autre jour, lors d'une conférence, il y a un monsieur qui m'a dit, vous auriez dû faire une vanne quand même, vous auriez dû l'appeler le géomètre. Donc j'ai dit à chaque conférence, je vais la replacer. Un géomètre qui est venu mettre un gland. Et aujourd'hui, on regardez la suivante. Voilà. Le chêne a poussé, il ne doit pas être extrêmement vieux ce chêne, quelques dizaines d'années probablement, mais comme il file vers la lumière, n'oubliez pas que la clé de la vie se résume, je le dis en une phrase, mais s'il y a une idée à retenir dans le monde vivant, c'est le monde végétal qui capte l'énergie solaire et qui fabrique du vivant avec. C'est la photosynthèse, c'est le cœur de la vie. Il y a souvent des gens qui viennent me voir, mais vous n'avez pas parlé de l'énergie qu'on peut prendre dans les arbres, et moi je me mets contre un arbre et je sens toute l'énergie. Bon, moi je l'ai jamais senti. Non, mais je suis prudent parce que des fois je me suis trompé, alors maintenant je suis extrêmement prudent dans ce que je dis. Dans le public, il y a souvent des personnes qui qu'est-ce qu'ils racontent. Mais ça n'empêche que s'il y a une chose à retenir sur le plan énergétique, c'est vraiment la lumière qui arrive sur des feuilles d'arbres ou des feuilles de végétaux et qui fait du vivant avec. La clé de la vie, elle est là. Et donc cet arbre, il a poussé très vite, il a filé vers la lumière et maintenant il dépasse au-dessus du pigeonnier. Il y a une petite porte d'entrée. En bas, on peut rentrer, la preuve, la photo, il faut rentrer dedans. Alors, ça me permet de dire, à propos du label Arbre remarquable de France, il y a actuellement, celui-là, le label Arbre remarquable de France, actuellement, on a attribué 1300 labels Arbre remarquable de France. Dans 1295, je dis ça à peu près, hein, on a fait œuvre utile. Dans 5 cas sur 1300, on aurait mieux fait de rien faire. C'est-à-dire qu'à quelques rares endroits, on a généré, mea culpa de notre association, trop de visites. Voilà. Alors retenez l'idée que c'est un très faible pourcentage, ne retenez pas l'idée qu'on regrette d'avoir fait les labels, mais il y a 4 ou 5 cas comme ça en France, où il y a eu trop de fréquentation à la suite du label et du fait que ça a été connu médiatiquement, etc. Il y a quelques cas. Et celui-là, il commence à y avoir un petit peu trop de monde. Au point que la commune est en train de voir comment réguler. Quand vous voyez l'endroit paumé où ça se trouve, vous dites comment on va réguler
la circulation dans un endroit aussi perdu que là, mais il paraît qu'il y a trop de fréquentation. On avance. Ah, voilà, dans les curiosités que j'aime bien, moi, j'ai un faible pour les... Ça, évidemment, sont des arbres remarquables. Ah oui, j'ai oublié de préciser, l'arbre précédent, le chêne, à 200 mètres de là, sans le pigeonnier, on ne le met pas du tout dans les arbres remarquables. C'est le pigeonnier qui fait l'arbre remarquable. Là, c'est en Bretagne, la commune s'appelle Bégard, et un chêne qui a poussé sur le toit d'un pigeonnier le toit a été conservé. C'est incroyable. Alors sans doute un petit animal, ou un oiseau, là c'est peut-être plus un petit rongeur, c'est possible. Un loir ou quelque chose, qui aurait caché une graine, une semence, entre deux pierres, et puis l'arbre a poussé. En fait, on ne voit pas, mais il y en a un deuxième plus petit arbre de l'autre côté. Sa petite histoire, parce que chaque arbre remarquable, avec le temps, finit par avoir son histoire. Son histoire récente, c'est qu'il a failli disparaître, pour une raison très simple, pour la bonne cause. La commune de Bégard a aménagé tout le site où il y a une vieille ferme, il y a un vieux pigeonnier, etc., en éco-parc, pour que le public puisse découvrir le patrimoine de pierre de la région, très bien. C'est pas nous qui allons être contre, c'est une bonne idée. Sauf que l'aménageur dit « Ah bah oui, votre pigeonnier, là, bon, il y a l'arbre, il faut qu'on le vire, parce que il ne permet pas de voir le pigeonnier. » Miracle, l'équivalent d'Alain, correspondant des Côtes d'Armor, passe le matin même de l'abattage prévu de l'arbre. Il file à la mairie, il apprend que l'arbre doit être abattu, il file à la mairie, il doit avoir des arguments convaincants et les gens le respectent aussi. Venez voir avec moi. Et donc il amène, je ne sais pas, un adjoint, et vous voyez, regardez entre les pierres là. Vous voyez, l'arbre, il part de là-haut et il leur montre, entre les pierres, vous voyez la racine qui descend, pierre par pierre, et qui vient jusqu'au sol. Donc, sinon, il ne pourrait pas se nourrir. Il ne serait jamais aussi gros, cet arbre-là. Et donc, il a eu gain de cause, et l'arbre est resté, et la commune a bien fait, puisqu'entre-temps, elle a eu le label Arbre remarquable de France. Vous savez peut-être qu'il y a un concours qui s'appelle l'Arbre de l'année, organisé par Terre Sauvage et notre association maintenant. La commune de Bégard a gagné aussi le concours de l'arbre de l'année. Et maintenant, suprême protection, tous les courriers de la mairie de Bégard ont en haut, à gauche, un tampon avec le pigeonnier et l'arbre qui dépasse. On ne peut pas mieux protéger un arbre avec tous les textes de loi. Vas-y, avance. Ce sont des bons chênes bretons, mais je vais laisser du temps à Alain. Pour le plaisir, un chêne, alors chaque fois je pose la question sans donner la réponse parce que je ne la connais pas. Qui a précédé l'autre? L'arbre ou la ferme? Mais évidemment, c'est un arbre remarquable aussi, on avance. Ici, une curiosité aussi en Indre-et-Loire, à Chélier. Si vous allez faire un tour pour les châteaux de la Loire, vous allez aller à Azel-Rideau, qui est très connu, mais allez à Chélier, juste à côté d'Azel-Rideau, et vous verrez le chêne qui sort du mur de l'église. Mystère et boule de gomme, comme on dit. Il n'y a pas de racines à l'intérieur de l'église. Il y a 2-3 personnes âgées dans l'église qui racontent, mais est-ce qu'ils n'ont pas imaginé l'histoire? Avant, il y avait, vous répétez l'histoire qu'ont raconté les anciens, il y avait des racines qui dépassaient dans l'église, et puis le curé les a fait couper, et l'arbre est toujours là. S'il est là, c'est qu'il a des racines qui vont dans le sol quelque part, forcément. Vas-y, on commence. Vas-y, on peut. Ah, puis, dernière catégorie, vous allez, on va voir des arbres à histoire, à légende, plus exactement. C'est un chêne breton. Vous savez, la célèbre forêt, le nom actuel est moins connu que le nom ancien. Alors, ceux qui ont dit Brocéliande, quel est le nom actuel? Ah oui, si, ça va. C'est la forêt de Pimpon. Oui.
Mais le nom ancien Brocéliande est bien plus connu que le nom actuel. La forêt de Brocéliande, en lisière, il y a ce grand chêne que les guides font visiter en même temps que vous allez voir le tombeau de Merlin, la fée Viviane et toutes sortes de choses comme ça. Et puis il y a ce chêne qui est creux. Alors l'histoire qui est en partie vraie, c'est qu'un curé, dans la Révolution française, dans l'ouest de la France, les grands méchants étaient les révolutionnaires et les gentils étaient les chouans. Parce que ceux qui racontaient les histoires, c'est plutôt les chouans. C'est aussi simple que ça. Et donc, les révolutionnaires poursuivent et veulent faire la peau au curé du village, qui s'appelle le curé Guillotin. Rien à voir avec la guillotine. Et le curé Guillotin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller me cacher dans le gros chêne, qui est... là, on peut difficilement rentrer dedans maintenant, surtout qu'il est en très mauvais état. Mais au début de l'association, moi j'étais rentré à l'intérieur, j'étais plus loin ceci sur moi. Et on rentrait à l'intérieur de l'arbre. Et donc le curé Guillotin se serait caché à l'intérieur. Ça, c'est l'histoire. Après, il y a la légende. La légende, c'est que le curé Guillotin aurait passé un pacte avec une petite araignée qui lui aurait dit ceci: si tu tisses une toile devant le trou derrière lequel je me suis caché, les troupes qui vont arriver, c'est des gars de la campagne, s'ils voient une toile d'araignée, ils sauront qu'il n'y a personne à l'intérieur. Et donc l'araignée aurait tissé la toile, et le curé Guillotin, suite de la légende, se serait engagé à porter une petite mouche à l'araignée en question tout le reste de sa vie. D'ailleurs, quand on va à Brocéliande, on voit l'ombre du curé Guillotin qui continue son chemin. Et quand vous interrogez le maire le jour où on a remis le label en question, il dit, bien sûr c'est des histoires, c'est des légendes. La preuve d'ailleurs, c'est qu'on est à peu près persuadé maintenant, après des études faites par un historien du pays, que le curé Guillotin s'est bien caché dans un chêne, mais pas dans celui-là. Vas-y, on va jusque on passe. C'est dommage, mais voilà, des beaux arbres. Des racines. Bon, deuxième légende, s'il y a un arbre un petit peu connu en France, c'est celui-là qui a un escalier autour du tronc. Il est encore dynamique d'un côté, il y a une grosse branche qui continue à pousser. Or, cet arbre, son âge est estimé à 1300, 1400 ans à peu près. Et il continue à faire des feuilles, et vous pouvez l'admirer, mesdames, messieurs, puisque à 1300 ans, il continue à faire des glands. Autrement dit, ça veut dire qu'il se reproduit toujours. Il y a toujours des petits. Ouais. C'est quand même... Ah oui, pardon, le chef d'Allouville, Bellefosse, la commune d'Allouville se trouve dans la Seine-Maritime, en Normandie. Non, attends. Pardon. Excuse-moi. Il y a deux chapelles dans le creux de l'arbre. Une au rez-de-chaussée, une à l'étage. On peut aller par l'escalier de l'une à l'autre. C'est notre premier président qui a connu aussi la réputation, Robert Bourdu, l'inventeur de la notion d'arbre remarquable, qui a sauvé cet arbre. Alors au début, il y avait des supports à l'extérieur. Maintenant, la ville, avec des conseils, a réussi à faire une armature intérieure à l'arbre. L'arbre est en creux. Et une armature intérieure. On peut estimer que c'est une folie excessive, vous voyez, de préserver un arbre qui serait en plein champ, il serait tombé depuis longtemps à cause des tempêtes. Et là, on l'a maintenu parce que, pour sa valeur historique, culturelle et biologique, bien sûr. Et touristique pour la commune, puisqu'ils reçoivent l'an dernier 30 000 visiteurs à Allouville pour voir le chêne. La petite légende de l'histoire, c'est que là encore, les vilains révolutionnaires approchent, et le bedeau du village, il avait un joli nom, il s'appelait M. Bonheur. M. Bonheur dit, mon chêne, c'est une église. Ah oui, il y a deux chapelles. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire en arrivant? Il y a un folletin qui va mettre le feu, forcément. Et donc, l'histoire raconte qu'il a pris une planche de bois, qu'avec un burin et un marteau, il a gravé « Temple de la raison ». Et qu'il a mis
sur l'arbre. Et la conséquence de l'histoire, c'est que le chef de la Daloubille est toujours là. Est-ce que l'histoire est vraie? Elle doit être en partie vraie. Il faudrait qu'on aille jusqu'à son trouve-le qui est de Roquebrune, le plus vieil arbre de France, me dit. Tant pis pour tout ça, comme c'est dommage. Voilà, je vais finir moi ma partie avec celui qu'on considère comme le plus vieil arbre de France, estimé par Robert Bourdu, éminent spécialiste, mais qui mettait beaucoup de guillemets, d'hypothèses à tout ça, âge estimé environ 2000 ans. Il est sur la Côte d'Azur, dans la commune de Roquebrune-Cap-Martin. Pour nous, tous les passionnés d'arbres, si on dit l'Olivier de Roquebrune, c'est une évidence. Âge estimé 2000 ans, préservé maintenant par la municipalité qui en prend moins soin. C'est un monument esthétique aussi, monument exceptionnel. Et à 2000 ans, il fait mieux que le chef d'Alouville, puisqu'à 2000 ans, lui aussi s'est reproduit. Autrement dit, il fait des olives. Il fait des olives. Donc un monument extraordinaire. Voilà, je veux laisser du temps à mon ami Alain pour qu'il vous parle des arbres un peu plus près de chez vous, en vous remerciant de votre attention. Une image d'une sortie organisée par l'association Arbres en Bourgogne, dans la région d'Auxerre, du côté de Parly, pour découvrir des châtaigneraies qui occupent plusieurs dizaines d'hectares dans cette région. Donc moi je me suis intéressé aux arbres remarquables de Bourgogne depuis 1993. J'avais fait un premier inventaire à titre expérimental sur le département de Saône-et-Loire dont je suis originaire, en espérant ramener, c'était un travail qui m'était financé par la région, en espérant ramener une trentaine d'arbres à la fin de ce travail. En fait, j'en ai récupéré 170, dont une trentaine d'intérêt national, si ce n'est européen. Donc c'est là où j'ai découvert la richesse de ce patrimoine totalement méconnu. Et puis depuis, donc j'ai fait l'inventaire pour le Lyon et la Nièvre en 2011-2012. Donc ça, ce sera les résultats, un petit peu un résumé de cet inventaire que j'ai réalisé il y a maintenant plus de 10 ans. Donc ce que j'ai eu la chance l'étonnement de découvrir, c'est l'importance des châtaigniers dans Lyon, dans la partie de l'ouest auxerrois. En fait, ça s'explique du point de vue géologique. Il y a des épandages de sable, donc des terrains pauvres. Pour moi, les châtaigniers, c'est l'essence qui m'a donné l'idée de ce travail d'inventaire. Je connaissais les châtaigniers géants qui sont sur la pente sud du Morvan, le massif du Champ, où mon grand-père avait des ruches, et il se réfugiait avec sa mobilette quand il était pris par l'orage, qu'il allait voir ces ruches dans des châtaigniers abattus géants dans lesquels il pouvait se glisser. Et j'ai retrouvé donc ce patrimoine de châtaigniers dans l'ouest de l'Auxerre. Alors par rapport à l'historique de ces arbres, donc une des sources d'information, ce sont ces fameuses cartes postales anciennes. Donc là, il y a ce châtaignier de Parly, qui est au lieu-dit du Petit Aron. Et puis on retrouve le même, là, c'est pas vu sous le même angle, mais vous reconnaissez bien cette branche complètement tordue qui existe encore. Et puis l'intérêt du châtaignier, c'est que même très vieux, comme Georges vous a dit que l'olivier de Roquebrune fait au bout de plusieurs millénaires encore des fruits, les châtaigniers donc sont capables de redonner des rejets. Donc le pied d'origine va éventuellement disparaître, bouffé par les champignons lignivores, et puis des rejets vont continuer de faire vivre cet individu. Alors voilà, il y a vraiment des châtaigneraies entières avec des arbres dont on estime qu'ils ont probablement 2 siècles. Là aussi, il faut être très prudent. Donc c'est toujours bien de mettre une échelle humaine pour se rendre compte de l'importance. Bon, ça c'est des arbres qui font 6-7 mètres de tour.
Et puis donc des arbres qui ont vécu de nombreuses tempêtes, coups de vent, et donc qui sont en partie éclatés, qui font des bourrelets de cicatrisation, qui peuvent se tordre aussi dans un sens ou dans l'autre, à droite ou à gauche. Celui-là, il va de la gauche vers la droite. Et puis, ce que vous retrouvez aussi, vous voyez, il y a une marque à une certaine hauteur. Donc, c'est tous des arbres qui étaient greffés pour fabriquer des marrons. C'était un moyen de survie à l'époque. Le châtaignier est vraiment l'arbre à pain des pays pauvres, avec le sarrasin. Et puis là, c'est donc une des mesures qu'on prend systématiquement, c'est la circonférence à 1,30 m de hauteur, qui permet de comparer les arbres les uns entre les autres. Et puis là, ce qui est intéressant, alors comme Georges avait des idées bizarroïdes de zigouiller son voisin, on va aussi prendre des comparaisons avec notre physiologie, c'est-à-dire que vous attrapez une maladie qui vous fait pourrir les tissus. Donc quand ça arrive à un arbre, lui il se nourrit de sa propre putréfaction. Donc on voit des racines qui descendent dans le terreau qui est en train de se fabriquer avec les champignons qui lui attaquent le cœur. Et puis là, vous voyez, il y a vraiment une racine qui s'est mise en place au fil du temps, une très grosse racine qui va là descendre et récupérer des nutriments directement dans le sol. Et puis c'est aussi des arbres qui sont pleins de verrues, avec au pied donc l'échelle officielle des arbres de Bourgogne, Viviane ici présente et son 1,40 m officiel, étalon. Donc voilà pour les châtaigniers de Lyon. Après, dans l'inventaire à l'échelle de toute la Bourgogne, l'arbre qui revient le plus souvent en nombre, c'est le chêne. On est dans la Bourgogne, c'est le pays du chêne. Ici, c'est à Champs-Sevray. Donc c'est un chêne qui est dépérissant. Et puis, en discutant, je me suis aperçu que c'est un chêne, vous savez, tout le monde sait qu'il est absolument néfaste de noyer, de recouvrir le collet d'un arbre. Celui-là, apparemment, d'après les renseignements que j'ai pu tirer, le collet était remblayé sur 1 mètre de hauteur il y a un siècle. Mais bon, il a survécu. Bon, c'est vrai qu'il est un peu dépérissant, mais ceci dit, il a survécu à cette opération. En 99, vous vous souvenez peut-être de la tempête Lothar, qui a fait beaucoup de dégâts dans le nord de la Bourgogne, donc dans l'Yonne et dans la Nièvre. Comparé à la Saône-et-Loire, on a eu beaucoup moins de dégâts. Donc ici, c'est le chêne du sauvageon en forêt de Courgenay. Donc quand je suis arrivé en 2012, donc il était dans cet état-là, conservé sous forme de grume, avec une souche magnifique également. Bon, il reste là aussi intéressant du point de vue esthétique. Ça, c'est un chêne, donc dans tout le réseau, une de mes sources d'information, c'est bien entendu le réseau des techniciens de l'ONF, de l'Office national des forêts, qui gère les forêts publiques, soit appartenant à l'État, soit aux communes. Et puis, malheureusement, depuis un certain nombre d'années, donc l'ONF pratique le dogme de la futaie régulière. Donc on met tout à blanc et puis on laisse repousser en passant au broyeur des layons tous les 6 mètres. Et puis de temps en temps, pour la forme, on laisse un très beau chêne tout seul comme ça, qui a des chances aussi de disparaître au prochain coup de vent puisqu'il sera plus protégé par ses compatriotes. Voilà le même chêne. Donc il y a Bussy-en-Othe. Lyon est aussi connu pour ses grands massifs forestiers. Celui-là, c'est la célèbre forêt d'Othe. Après, donc, on passe à tous les chênes qui sont associés à des personnages célèbres. Donc, associé au chêne, il y a le fameux Colbert et les forêts de la Nièvre, entre autres. Et puis, donc là, on est à Villeneuve-Saint-Salve, où, alors, je suis pas sûr que ce soit celui-là, en l'occurrence, de la carte postale. Je pense que c'est un plus récent qui était renommé chêne Colbert, mais qui reste un très beau chêne de futaie avec une belle grume bien rectiligne qui fait les délices des forestiers. Et puis les autres personnages célèbres, c'est le maréchal avec son bâton à Saint-Léger-Vauban.
Donc ce monsieur faisait régulièrement, bon, circulait beaucoup dans tout le royaume à cette époque-là, et puis il passait pour rejoindre de Saint-Léger-Vauban son château de Bazoches, il passait au pied d'un chêne qui ne devait pas avoir la taille de celui-là, vous voyez, qui est devenu un gros pépère depuis, voilà, qui a probablement dans les 400 ans maintenant. Un autre personnage de cette époque, de Louis XIV, c'est la Marie-Louise d'Orléans, Anne-Marie-Louise d'Orléans, duchesse de Montpensier, dite la Grande Demoiselle. Donc, elle a son chêne qui se trouve au château de Saint-Fargeau. Alors, elle a eu la malencontreuse idée de s'acoquiner à l'époque avec le Grand Condé, et puis de faire tirer tous les deux, ils ont fait tirer le canon sur son cousin Louis XIV. Donc Louis XIV lui a pas coupé la tête ou embastillé, enfin s'il l'a embastillé pour le reste de ses jours à Saint-Fargeau. Bon, comme lieu d'embastillement, il y a pire, hein, on en convient. Donc il y a un chêne qui n'est pas à tronc unique, mais qui est à multi-troncs, hein, donc qui fait dans les 9 mètres de tour, qui a perdu, vous voyez, une partie là qui est en partie cicatrisée, et puis avec moi qui donne l'échelle. Et puis, toujours pour rester en famille, là, donc ça c'est le chêne du Grand Condé, à Valéry, à côté du château, dans le parc du château, et c'est le chêne où le Grand Condé, qui était également un grand chasseur, un grand veneur, donc enterrait ses chiens de chasse au pied du chêne, qui à l'époque évidemment ne devait pas faire cette taille-là. Donc il y a un très beau chêne avec un fût torse du haut en bas. Alors l'autre particularité, originalité du département de l'Yonne, il y a eu une publication, alors je n'ai pas révisé quel était son auteur, donc quelqu'un qui s'est intéressé aux arbres de la liberté. Hein, donc vous avez tout un patrimoine dans l'Yonne d'arbres de la liberté qui existent encore, connus ou pas connus. Celui-là est ça va me revenir, à Branche, voilà, à côté de l'église. C'est bizarre, quoi. Vous avez une église et puis vous avez un chêne au pied. Donc, il y est plus. Bon, voilà, c'est du patrimoine vivant, donc malheureusement qui peut disparaître. Bon, en 2012, il était encore bien là. Hein. Celui-là, donc, c'est à Courgenay, comme le chêne du Sauvageon. Bon, j'espère qu'il existe encore aussi. Et puis, voilà, avec un empattement absolument magnifique. Donc, des arbres dits de la liberté, qui permettent donc d'avoir un âge. Hein, c'est tout le problème de la datation de ces éléments du paysage. Et là, on sait qu'ils ont été plantés en 1789 ou dans les années suivantes, parce que dans la publication là, dont j'ai oublié le nom de l'auteur, il raconte la nuit suivante de la plantation, il y avait les contre-révolutionnaires qui allaient arracher, zigouiller l'arbre de la Révolution, qui était replanté, etc. Donc ça a souvent duré plusieurs années avant d'aboutir au chêne en place. Là, c'est un cas assez original, j'en ai 3 ou 4 à l'échelle de toute la Bourgogne. C'est les arbres qui ont été plantés pour le centenaire de la Révolution, donc en 1889. Et puis là, en l'occurrence, donc c'est pas un chêne, c'est un frêne, c'est à Rouvray, sur la vallée de l'Armançon. Et puis voilà, donc l'arbre, un siècle plus tard. Bon, il se trouve que il y a un problème une volonté d'un des membres du conseil municipal d'abattre cet arbre-là. Bon, il a des intérêts financiers, je pense, assez particuliers dans cette opération, puisqu'il doit faire le commerce de bois. Bon, voilà. Donc j'avais fait un texte, à la demande d'une personne de la commune. Donc j'étais intervenu pour expliquer l'intérêt de conserver cet arbre, qui est, ceci dit, assez dépérissant, qui a des problèmes d'insectes qui attaquent l'écorce, qui doit avoir la calarose, qui est la maladie qui attaque les frênes en ce moment de manière générale. Et puis j'avais joint cette copie de carte postale, hein, que Dieu vous protège et réprime et répande sur vous la très sainte bénédiction. C'était une carte postale envoyée à un curé des alentours il y a un siècle. Voilà, donc
il y a toute une symbolique là derrière sur la sauvegarde de cet arbre. Celui-là, donc lui, donc c'est ce qu'on appelle les chênes de justice, c'est à Saint-Maurice-Tizouaille, il s'appelle le chêne tordu, donc il aurait servi de gibet pour pendre les récalcitrants de l'époque. Alors, comme Georges vous a dit, hein, il y a des arbres millénaires. Donc, pour moi, en Bourgogne, je ne connais pas d'arbre qui soit millénaire, hormis celui-ci, hein, qui m'était présenté comme le chêne millénaire de Méry-la-Vallée. Il est à l'angle d'un parc de châteaux. Bon, j'ai des doutes sur le fait qu'il soit millénaire. Bon, son intérêt, c'est qu'il est plein de trous. Donc pour moi qui suis ornithologue à l'origine, c'est un des 2 sites que je connais dans ma longue carrière ornithologique de sites naturels de repos, de gîtes pour une chouette effraie. Donc à l'intérieur, il y a plein de pelotes de chouettes effraie. Et puis l'autre histoire, bon, qui est peut-être pas du domaine de la légende, c'est que vous voyez, il y a une grande balafre sur un flanc de l'arbre qui était à une époque cimenté. C'est une mode qui est passée. On sait que maintenant il vaut mieux laisser circuler l'air et puis assécher l'intérieur plutôt que de conserver de l'humidité qui favorise les champignons lignivores. Bon, bref, c'est fait. Et donc l'origine de cette balafre, c'est le châtelain qui aurait débité des planches pour faire son cercueil. Voilà la deuxième légende sur ce chêne dit millénaire de Méry-la-Vallée. Celui-là, vous le voyez, il est en haut là, de la falaise. Donc j'ai eu l'honneur à l'époque où j'étais président du Conservatoire d'espèces naturelles de Bourgogne, donc dont l'objectif c'est de faire de l'acquisition ou de la convention de gestion sur des sites d'intérêt naturel. Là, donc, l'objectif, c'était d'acheter, en fait, la côte de ce qu'on appelle la côte de Char à Saint-Mauré. Donc, c'est toutes les pelouses calcaires, sèches, avec une diversité floristique fabuleuse. Et puis, en même temps, sur la parcelle, donc, j'ai contribué à l'acquisition de ce chêne. Et puis, depuis, j'ai appris, donc, que ce chêne avait toute une histoire qui est intéressante. Vous voyez, il est complètement au sommet d'une falaise. Là, on voit le village tout en bas, le long de la vallée de la Cure. Et pourquoi il est là? C'est qu'il y a une pécheresse qui montait tous les jours et qui a pleuré toutes les larmes de son corps et qui a permis la germination du chêne. Donc merci les pécheresses. Hein. Si ça avait été un pêcheur, lui, serait parti en se moquant de tout ça. Voilà. Après, des choses un peu curieuses que vous trouvez en faisant l'inventaire. Donc c'est à Toussy, il y a un château là aussi, avec un parc, un très, très beau chêne. Et puis là, quand je suis arrivé, donc ce chêne sert de lieu de libation, de pratique chamanique. Donc c'est ce que vous voyez, c'est la carcasse d'une hutte de sudation avec les pierres qui ont été chauffées à blanc pour faire transpirer les gens là-dessous. Ça doit être couvert de couverture quand c'est en fonction. Et puis ça permet d'atteindre Comme il y en a qui vont embrasser les arbres pour capter leur énergie, il y en a qui vont sous les arbres pour respirer des fumées hallucinogènes. Ça, c'est comme Georges vous l'a dit, donc il y a ce label Arbre remarquable de France qui peut s'appliquer aussi pour des ensembles arborés. Donc là, c'est un ensemble de chênes fastigiés du château des Fées, de Fées. Alors, on revient sur le problème, donc on revient sur Toussy, là on n'est plus dans le parc du château, où il y a un chêne qui est avec un gros panneau qui indique qu'il a 3 siècles. Bon, compte tenu de son calibre, c'est très, très probable. Voilà, ceux pour lesquels on a des certitudes, ce sont tous les arbres dits de Sully, ou ce qu'on appelle aussi les Rodi, puisque Sully était comte de Rosny. Donc ça, c'est un des arbres qui a été labellisé donc en 2007 par l'association Arbre à l'Apostole. Donc vous avez la carte postale et puis voilà l'arbre donc qui forme cet ensemble magnifique avec une superbe église. Donc c'est aussi l'intérêt purement paysager de ces arbres-là dans certains cas. Et puis il y en a un autre qui a été labellisé plus récemment, donc c'est le hameau de Pesselière à Sougères en Puisaye,
qui est aussi un très très beau tilleul. Donc bon, ce sont des bonsaïs naturels. Hein. Le plus gros qu'on connaisse, c'est celui de Latille près d'Arbois, voilà, qui est le plus gros connu en France, et sur lesquels il y a des études qui ont été faites par l'université de Besançon et de Suisse, où en fait la ramure, les branches d'origine ont disparu, et il n'y a pas de bois plus vieux que 250 ans au niveau de la ramure de ce tilleul dans le Jura. Et puis toujours, là on reste sur la même commune, et puis on passe à d'autres espèces diverses et variées. Donc ici c'est des cèdres, toujours à Sougères-en-Puisaye, à côté du hameau de Pesselière. Et il reste plus que 3, là on n'en voit que 2, mais en fait il y en a 3. Et en fait aujourd'hui c'est au milieu de nulle part, on va dire, d'un immense champ labouré. Et en fait c'était une tombe où il y a de mémoire des enfants qui ont été enterrés il y a plus d'un siècle. Et on voit toujours l'entrée de la sépulture qui est béante. On parle des tilleuls, maintenant aujourd'hui on parle des tilleuls de Sully, mais à l'origine il y avait beaucoup d'ormes. Les ormes, bon, comme vous le savez, ont été atteints par la graphiose depuis les années 70. Et là, quand je suis arrivé, je savais que cet orme à Sainte-Colombe avait été labellisé par l'association Armes, donc je me faisais un plaisir d'aller voir enfin un orme encore vivant de Sully. Et puis quand je suis arrivé, c'était trop tard, il venait de mourir de sa belle mort, enfin de sa belle mort, pas complètement, de la maladie, probablement de la graphiose. Alors une des autres originalités du département de l'Yonne, c'est que vous avez, ici on est à Joigny, hein, à la côte Saint-Jacques, et donc comme dans plein de villes qui sont des villes d'origine médiévale, vous aviez des remparts. Ces remparts ont été démolis, à Chalon-sur-Saône par exemple, sauf qu'à Chalon-sur-Saône on a construit, on a fait des routes. Ici, donc vous avez l'Yonne qui est sur notre droite, et ça fait une espèce de fer à cheval qui dessine l'emplacement des anciennes murailles. Et puis il y a une moitié, donc ça fait à la différence de feuillage, donc en bas ce sont des marronniers, en haut vert des tilleuls, et ça fait une ligne de crête à ce niveau-là. Et il y a donc tout un aménagement urbain avec des arbres qui ont été réalisés. Et j'ai retrouvé ça dans d'autres villes ou villages, Villeneuve-sur-Yonne, enfin voilà, il y a différents villages dans l'Yonne où on a, plutôt que d'urbaniser totalement ces anciens remparts, on les a végétalisés. Voilà, donc ça c'est sur le sol, au sol, d'un côté les tilleuls et de l'autre les marronniers, avec le problème de cet insecte piqueur, donc qui rend les marronniers, enfin qui leur donne un aspect automnal dès l'été. Alors dans les essences diverses et variées, il y en a une dont on a oublié l'importance, hein, c'est le mûrier, l'arbre qu'on associe plus aux Cévennes, enfin au Midi, et puis aux soyeux lyonnais, hein, puisque c'est lui qui servait à nourrir les vers à soie. Et lui, il est à Collet, donc en pleine zone viticole. Et avec l'originalité de ce feuillage, donc certaines feuilles qui ressemblent à une feuille de vigne, et puis d'autres qui ont une forme moins découpée, toute ronde. Celui-là, il me fait toujours penser à la chanson du Forestier, comme un arbre dans la ville. Et il a été labellisé lui aussi par l'association il y a quelques années. Donc c'est le séquoia de la bibliothèque de Sens. Et voilà, donc chaque fois il y a une cérémonie qui est mise en place pour la remise du label de l'arbre, en présence des autorités locales, et en l'occurrence de Robert Bailly, qui est notre correspondant spécifique de Lyon, qui ne peut pas être là ce soir. Dans les autres espèces diverses et variées, il y en a une qui a une grande importance en Bourgogne à l'échelle de la France, et même je dirais de l'Europe, qui est l'arbre grâce auquel on est tous ici. Il
pour une bonne raison, puisqu'on appartient à la civilisation du pain, hein, on mange tous de la farine. La farine, avant la farine, il faut faire des céréales. Et puis entre les céréales et le pain, il y a un stade incontournable qui est le passage au moulin pour fabriquer la farine. Et c'est là où le cormier ou sorbier domestique intervient, c'est-à-dire qu'il a un bois qui est très dense, hein, qui est limite submersible, aussi lourd que l'eau, et donc qui fabrique un bois très dur. Chaque moulin, c'est 1/10 de mètre cube. La Saône-et-Loire, il y a un siècle, c'était 800 moulins. Donc 80 mètres cubes de ce bois pour faire, donc, qui était utilisé pour les dents d'engrenage. Donc c'est un bois très dur, comme du bois de buis. Il était indispensable donc à la survie de nos civilisations. Et puis il a la particularité, hein, pour les amateurs de boissons, de fabriquer des fruits. Alors il y a une chose que je ne vous conseille absolument pas, c'est de croquer là-dedans quand les fruits sont très jolis, avec des belles teintes rouges, jaunes. Il faut les manger blés, hein. Il y a un blétissement naturel qui se fait sans que ça gèle, et c'est là où le fruit est comestible. Mais là, c'est d'une astringence, les prunelles à côté, c'est de la gnognotte complète. Là, je vous dis pas, ça vous referme les deux bajoux, c'est terrible. Alors le cormier, pour illustrer son importance dans la région, il a 4 noms en Bourgogne. Bon, la Bourgogne est un carrefour civilisationnel, écologique, climatique. Dans le nom c'est cormier, donc la racine gauloise dans Lyon. Dans la Nièvre, c'est le corbier. Dans le sud, mâconnais, donc langue d'oc, c'est le sorbier, Sorbus domestica, c'est son nom scientifique. Et puis dans le Chalonnais Côte d'Or, c'est épurio, épuilier, donc ça veut dire petite poire en fait. Hein, donc là on est plutôt dans le registre poitoisan. Et puis je vais terminer sur un arbre qui pour moi est un des grands arbres remarquables de Bourgogne et puis spécifiquement de Lyon, c'est le platane de Cézy. Donc pour lequel il y a eu toute une histoire. Donc on a la carte postale, il y a un siècle. Là on l'a actuellement, enfin j'espère, je ne suis pas retourné le voir depuis quelques années. Donc c'est un arbre qui fait maintenant 45 mètres de haut, qui a résisté à décembre 99. Enfin, dans Lyon, c'est une référence. Donc il y a en fait dans un ancien parc de château, le parc de château, il était divisé en deux. Donc maintenant il y a 2 belles maisons, type maison bourgeoise on va dire. Et puis la clôture a été mise au pied, là derrière par rapport à nous. Pile au pied. Et le propriétaire de la maison, là, qui était caché par le feuillage, donc a intenté à la propriétaire de l'arbre une action en justice réclamant l'élagage de l'arbre à la verticale des branches. Donc, si vous voulez, compte tenu de son état sanitaire qui est absolument impeccable, c'était massacrer cet arbre. Donc, ça a duré 10 ans. Voilà, donc c'est un des plus gros platanes de Bourgogne, hein, qui fait plus de 10 mètres de tour. Et puis l'autre originalité, donc c'est ce qu'on appelle trois jumeaux, 6 filles, enfin selon les deux. Donc il y a 3 troncs absolument gigantesques, 6 troncs qui forment une espèce de berceau. Hein, on peut accéder en grimpant à 2 mètres de haut, donc on se retrouve dans une véritable forêt. Du point de vue botanique, apparemment c'est l'espèce orientale et non pas l'espèce hybride qu'on a habituellement. Donc si c'est l'espèce orientale, c'est celle qui fait potentiellement là aussi des arbres millénaires. Et puis donc il fallait qu'à un moment ou à un autre, il y ait une décision de justice qui soit prise. Et la juge, en l'occurrence c'était le tribunal de Sens, avait un seul outil à sa disposition, c'est le code civil, qui dit que tout ce qui dépasse de la clôture, voilà, on a le droit de l'élaguer. Mais la juge, apparemment, elle devait avoir une certaine sensibilité pour les arbres et puis se douter qu'il y avait peut-être un enjeu important sur cet arbre. Donc elle est sortie de son tribunal avec ses 2 assessrices, ça doit être les 3 personnes qu'on voit
à droite, là, pour venir avant de prendre une décision. Bon, là-dessus, l'association Arbre a mis en place une procédure donc, de classement de cet arbre au titre de la loi paysage. Donc là, c'est la grosse Bertha, hein, c'est le ministre de l'Environnement qui prend la décision de ce classement. Et le fait de lancer cette procédure arrêtait donc le pouvoir, je n'ai pas les termes juridiques exacts, donc la juge ne pouvait pas prendre de décision. Donc ça a dû passer en Conseil d'État parce qu'il y a une action de justice sur cet arbre. Et au final, on a obtenu donc le classement au titre de la loi paysage. La loi paysage, c'est la loi qui est l'équivalent des monuments historiques. Hein, donc qui permet de classer un élément unique comme ça, un arbre vivant, un lavoir, etc. Ou des sites entiers, donc la côte chalonnaise, le Vézélien, sont classés au titre de la loi paysage. Et donc ça détermine les mêmes choses, donc il y a périmètre de protection. Et puis surtout, l'État, au cas où il y a de l'entretien, des choses à faire, est en charge de la moitié des frais. Donc vous imaginez bien que cette loi-là, les ministres ont hors de l'oublier. Et là, en l'occurrence, donc, grâce à une inspectrice des sites qui nous a suivis dans cette démarche, donc on a obtenu le classement au titre de la loi paysage de cet arbre. Et du coup, le propriétaire n'a plus que ses yeux pour pleurer puis admirer parce que lui aussi, son problème, c'est qu'il est au sud de l'arbre. Donc l'arbre est toujours éclairé magnifiquement devant ses fenêtres. Pour la petite histoire, il avait obtenu de la propriétaire qu'elle fasse, parce que son souci c'était, soi-disant, c'est ces chéneaux qui se remplissaient de feuilles. Les feuilles de platane, ça ne remplit pas les chéneaux, bref. Donc il avait obtenu ça. 600 €, etc. Mais lui, il voulait ça tous les mois, qu'elle fasse le nettoyage tous les mois. Enfin voilà, bref. Ce qu'on appelle un emmerdeur. Voilà, je terminerai sur cette platane. J'aurais une question, savoir si les arbres qui ont 1000 ans ou 2000 ans, il faut au contraire les planter parce que ça va peut-être générer d'autres arbres qui auront 1000 ou 2000 ans. Et d'un côté, comment ces arbres-là arrivent au niveau de l'eau et tout ça, parce que bon, je ne sais pas combien un arbre a besoin d'eau, mais quand même, je me demande comment ça se passe, quoi. Même aux endroits où il situe, il y a des fois, on a du mal à... Moi, je vois tous les jours l'arbre, mais je pense qu'il a besoin d'eau aussi. Hein. En tout cas, pour répondre à cette partie-là, il consomme énormément d'eau et côté positif pour l'ensemble des espèces vivantes, il rejette autant d'eau dans l'atmosphère par les feuilles. Les feuilles expulsent des quantités d'eau monumentales. C'est pour ça qu'on a des exemples malheureusement en Amazonie ou des coins où les gens tout d'un coup disent on ne comprend pas, il pleut beaucoup moins qu'avant. Ben oui, il y a toute une partie de la forêt qui a été enlevée pour faire de l'herbe, pour faire des liftés, enfin des hamburgers ou des trucs comme ça. Et évidemment, s'il n'y a plus les arbres, il y a beaucoup moins d'eau. Mais ils en pompent énormément. Ils ont suffisamment... parce qu'il y a certains... S'ils sont là, c'est qu'ils ont suffisamment d'eau. Voilà, la réponse, c'est ça. Sinon, ils sont pas. Mais ils peuvent aller très, 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 très profond. On donne toujours l'image qu'il y a autant en dessous qu'au-dessus, mais on est à peu près persuadé qu'il peut y avoir beaucoup plus en dessous qu'au-dessus. Il y a des racines qui peuvent aller très, très, très profond. Il y avait la parole. En ce qui concerne les arbres que j'appelle tourmentés, est-ce que vous êtes posé la question du magnétisme, voire faire intervenir un géobiologiste? Et la question, c'est qu'est-ce qu'on en pense ou... Oui, est-ce que vous êtes posé la question du magnétisme? Je vais vous répondre de manière paradoxale. J'ai dit tout à l'heure, avec les histoires d'énergie dans les arbres, que j'étais prudent et qu'un bon scientifique doit savoir se remettre en cause. Je suis allé en Corse il y a pas mal d'années, et il y a un monsieur qui m'a dit, un monsieur Mattei, qui m'a montré un olivier qui faisait 12 mètres de circonférence. Ça fait beaucoup, hein, un arbre de 12 mètres de circonférence. Et il me dit, je vais vous montrer pourquoi il y a cet arbre.
source en dessous. Et alors il fait une branche fourchue avec l'olivier en question, et puis il fait le geste du sourcier. Vous savez, on met comme ça la branche, et la branche elle bouge. Et moi, en ridicule, rationaliste que je suis, c'est lui qui fait. Ah, vous le Parisien, vous ne croyez pas. Vous n'avez pas l'air de me croire. Prenez-le dans la main. Il m'a mis dans la main, et la baguette, elle a bougé. Et depuis, j'ai changé d'avis. Sur ça, ça ne répond pas à votre question, mais un scientifique doit savoir dire je me suis trompé. Le paradoxe pour s'amuser, c'est que ma femme a passé tout le reste des vacances à chercher de l'eau partout en été. Et quand on est rentré sur notre balcon parisien, elle a mis une bassine. Et elle cherchait encore de l'eau. Mais quant au magnétisme, il y a beaucoup de gens qui développent des hypothèses sur ou le magnétisme ou les forces telluriques qu'il y a dans le sol. Moi, je préfère dire je ne sais pas. Mais est-ce que je me suis posé la question? À la dernière conférence où est-ce qu'on était à Dax, à Mulhouse. À Mulhouse, il y a un monsieur qui m'a offert un livre, il a fait tout un livre là-dessus. Un Alsacien qui a fait tout un livre sur les forces telluriques. Alors, par exemple, ça donne des réflexions sur ce que tu as montré, les arbres qui tournent dans un sens, vous savez, qui brillent comme ça, ou qui brillent dans un autre sens. C'est un grand Robert Bourdieu, et j'en profite pour signaler le nom du grand naturaliste qui nous a quittés le 31 décembre dernier. Beaucoup connaissent, Francis Allais, qu'on ne peut pas passer une soirée sans parler de ce grand botaniste. C'était une de leurs passions à tous ces grands scientifiques de comprendre pourquoi il y en a qui brillaient, comme on dit, de manière sénestre, c'est-à-dire comme ça, côté gauche, et d'autres de manière dextre. Et donc certains y voient comme explication des forces telluriques ou magnétiques. Pourquoi pas, je ne sais pas, c'est intéressant à explorer. Peut-être que dans quelques années, on en saura plus sur le sujet. Je sais pas si c'est bon. Moi, j'ai une idée sur la génétique, sur des arbres greffés où le porte-greffe est droit, ça le fait beaucoup sur des poiriers, et à partir de la greffe, il devient torse. Donc pour moi, c'est génétique. J'ai échangé avec Francis Allais et au niveau des forces telluriques, donc il y a une fois aussi, j'ai encadré plusieurs fois, donc j'ai organisé des balades sur le thème des arbres remarquables. Et cette fois-là, donc j'avais tout un groupe de gens qui étaient branchés, réseau d'Hartmann, tout ça, les pendules, tout ça. Et je les ai emmenés à côté de Tournu, voir le platane de Préty. Et l'église, il est associé à une église. Et l'église à côté, là, les pendules, ils tournent à l'horizontale. Enfin, les gars m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu autant de tellurisme dans ce secteur-là. Voilà, donc est-ce qu'il y a un rapport? Pourquoi pas? Bon, il y a des roches privilégiées aussi avec la radioactivité. Hein. Le granit est connu pour avoir une forte radioactivité. Donc je vois qu'on dit un peu on ne s'est pas concerté, mais on dit il faut voir. On ne sait pas. Mais pas. Non, c'est absolument pas vrai. Par contre, quand je parle des faux de Verdi, il est arrivé, ça arrive moins, des tortillards. Hein. D'être tortillard. À un moment donné, il n'y avait pas une conférence où il n'y avait pas quelqu'un qui venait. Oui, mais vous n'avez pas expliqué que s'ils redescendent, il y a peut-être une mutation, mais c'est aussi parce qu'ils sont attirés par des courants magnétiques sous terre. Les scientifiques aujourd'hui ne retiennent pas cette hypothèse. Qu'en sera-t-il dans quelques années? Je vais toujours m'engager parce que. Non, mais comme je me suis trompé sur les sourciers, après tout, on peut raisonnablement dire qu'il ne faut rejeter aucune hypothèse. Oui. Oui, j'ai une question. Est-ce qu'il existe d'autres associations comme la vôtre qui répertorient les arbres remarquables? Parce que moi j'en connais un gros chêne à Vallières, dans Lyon. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je connais des platanes là, sur la commune d'Augy, en loin d'Auxerre.
Non, il n'y a pas d'autres associations nationales, mais si vous avez des arbres à faire connaître, faites-nous les connaître à nous. Ceci étant, on ne serait pas jaloux qu'il y ait des gens qui Juste pour savoir. Non, il n'y a pas. Même au niveau européen, il y a des individualités qui travaillent, mais pas d'associations équivalentes. Voilà, il faut qu'on soit fiers un petit peu. Et on est fiers quand même d'un truc, quand même, il faut se faire plaisir de temps en temps, c'est qu'avec l'association Arbre, on a dressé à travers la France un réseau par département de correspondants de grande qualité qui couvrent le territoire national. Vous voyez le niveau du personnage, hein, des gens de grande qualité comme lui, et on en connaît beaucoup dans l'association, des passionnés. Et puis, voilà, je veux dire franchement les choses, en plus ils s'éclatent dans l'association. Un, parce qu'ils découvrent des arbres, deux, parce qu'ils font découvrir des arbres, et troisièmement, parce qu'ils rencontrent des gens partout. Partout, notre plaisir aussi, c'est de rencontrer du monde. Quand on remet un label, c'est toujours un moment formidable. Voilà. C'est pour ça, né à l'association, c'est pas un club secret. Bonsoir messieurs. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour votre engagement, votre dévouement, pour ce que vous faites et surtout pour ce que vous allez nous laisser. Vous ne serez plus là comme ces beaux-arts. Et nous aussi d'ailleurs. Tout à l'heure, vous avez parlé du génome, du gène qui est différent. Et vous avez attiré mon attention et visé mon appétit, surtout en disant ça a fait clean au niveau scientifique et ça en est resté là. Vous avez pris un air, non pas déçu, mais vous n'avez pas tout dit. Et moi j'aimerais comprendre, si vous avez la possibilité bien sûr, pourquoi ça en est resté là. C'est quand même une information plutôt détonnante, me semble-t-il. C'est juste la même observation que vous faites. C'est dommage que j'ai voulu dire que une information de ce niveau-là, quand on a fait un peu de science et qu'on a appris qu'un individu égale un génome, quand on découvre que les arbres ont plusieurs génomes dans un seul être vivant, c'était une découverte extraordinaire qui, à mes yeux, aurait mérité un écho vis-à-vis du grand public, puisque maintenant on communique beaucoup au niveau de la science, montrer que c'est extraordinaire de réaliser ça. Voilà, c'est tout. Non, c'était pas ni morosité. Simplement, il est toujours temps de populariser des idées comme celle-là, ce que je fais par exemple à l'occasion. Voilà, mais je ne peux pas vous en dire plus. Je pense que ça mériterait de présenter ça à un haut niveau de connaissance. C'est pour ça que j'insiste aussi dans une conférence comme ça, pour dire n'oubliez pas l'essentiel, c'est-à-dire que le cœur de la vie sur Terre, c'est l'énergie solaire qui arrive sur les feuilles des végétaux, des arbres notamment, et qui fabrique la matière vivante. La source de la vie, elle est là. Moi, je le répète, parce que j'ai même des élèves de terminale qui ont fait un travail hyper pointu sur la photosynthèse en terminale. Si je leur demandais de résumer en quoi c'est essentiel, c'est essentiel, c'est ce que je vous ai dit, hein, l'énergie, je vais faire en une phrase. Vas-y, résume-moi en une phrase en quoi c'est extraordinaire le travail que font les arbres. Alors, ils ont fait des trucs hyper compliqués et ils passent peut-être, et c'est pas forcément leur faute, ils passent peut-être à côté d'un truc fondamental pour dire la vie sur Terre, c'est quand même ce miracle-là. Et bon, par les temps qui courent, franchement, mettre en valeur le cœur de la vie sur Terre, ça fait pas mal, quoi. Puisqu'il y en a qui passent leur temps à vouloir la détruire, ou par des massacres, ou par des guerres. Voilà. Mettre l'accent sur le positif, c'est pas mal. Moi, je me dis que pour vous, Georges, en rentrant sur Auxerre, vous pourriez peut-être aller voir le Ginkgo biloba du collège Enfer Rochereau, qui est peut-être pas un arbre remarquable, mais qui est remarquablement beau. C'est une suggestion. C'est une suggestion. Sur l'idée, je suis pour dire que je vais le faire maintenant.
je ne garantis pas, mais je retiens l'idée. Voilà. Mais le tort que vous avez, c'est de me brancher sur les gynécos. C'est dommage, vous voyez, de passer une soirée comme ça sans dire, allez, je vais dire. Parce que tous les gens répètent la même chose quand ils voient un gynéco, gynéco biloba, on dit c'est un arbre fossile, etc. Et puis j'entends toujours la même phrase, et il a passé le cap des bombes atomiques sur Hiroshima, Nagasaki, je suis sûr qu'il y en a qui ont entendu ça, et ça n'a pas d'arrêt. Et moi j'ajoute toujours, certes, c'est vrai, mais les gynécos ont passé bien pire que ça. Et pourtant, les bombes atomiques humaines, c'est pas terrible. Et bien pire que ça, ils ont passé 3 catastrophes majeures de l'histoire géologique de la Terre, à la fin de l'ère primaire, à la fin de l'ère secondaire, où presque toutes les espèces vivantes disparaissent, et les gynécos, ils passent le cap. Arbre extraordinaire. Vous voyez, moi j'aime bien insister sur des trucs comme ça, et ils sont arrivés jusqu'à nous. Et alors aujourd'hui, ils vivent bien, pas dans la nature, ils vivent bien parce que les hommes en plantent partout. Et donc il y en a beaucoup plus dans les jardins français ou anglais que dans les forêts chinoises, hein, dont ils sont originaires. Mais c'est un arbre extraordinaire. C'est un élément de transition dans l'évolution que les droits, Je voulais juste vous demander comment vous vous situez entre les œuvres remarquables comme Notre-Dame de Paris, mais bon, avec sa charpente. La charpente. Voilà. Et donc les arbres remarquables qu'il a fallu. J'ai la réponse toute faite. Vous auriez été une excellente adhérente de l'association Arbre, parce que quand ça s'est posé dans l'association, c'était pas un conflit, mais des grandes discussions faciles à comprendre. Comment vous êtes partisan de préserver les beaux arbres forestiers en forêt de Tronçais, en forêt de Bourgogne, en forêt normande, et vous ne dites rien quand on va couper des centaines d'arbres pour la charpente de Notre-Dame. Et j'ai à ce moment-là France Inter qui me téléphone. Est-ce que vous voulez venir pour être celui qui dit non, je ne suis pas d'accord avec l'utilisation de chênes des forêts françaises pour la charpente de Notre-Dame. J'étais censé celui qui arrive pour ça. Et j'ai dit, cool, Raoul, comme on dit, je sais que c'est un sujet de débat, y compris dans notre association, et je prépare, si vous me demandez de venir pour donner des arguments pour et des arguments contre, je suis capable de le faire. Si vous voulez que je sois celui qui soit contre le fait qu'on utilise des arbres pour la charpente de Notre-Dame, je ne veux pas faire juste ça. J'ai bien fait parce que 3 semaines plus tard, même France Inter m'a rappelé, on dit, vous n'aviez peut-être pas tort si vous voulez revenir pour donner les deux aspects. Et dans l'association Arbre, ça s'est posé exactement dans ces termes-là. Les uns disant, mais il faut protéger absolument les grands chênes, ne pas accepter qu'on les coupe, et les autres disant clairement, sur combien on a mis 300 adhérents à l'association, si j'avais fait la déclaration numéro 1, on s'oppose absolument à ça. On perdait 300 ou 400 adhérents, c'est-à-dire ceux qui exploitent le bois, qui utilisent le bois, qui font des merveilles avec le bois, la menuiserie, des sculptures, qui construisent, qui utilisent, qui disent on peut raisonnablement utiliser le bois, on les perdait, nous, comme adhérents. Et en réfléchissant, je me suis dit, ils n'ont pas tort. S'il faut expliquer le pour et le contre, on va expliquer le pour et le contre, mais dire qu'on est totalement contre, j'ai bien fait de ne pas suivre ça. Et aujourd'hui, plus personne ne conteste le fait qu'on a mis des grands chênes venus des forêts de France, plantés pour ça, pour faire des arbres tout droits, pour un autre truc aussi prestigieux quand même que la charpente de Notre-Dame. Et pour rajouter aussi 1000 chênes pour Notre-Dame, c'est epsilon dans ce qui est abattu chaque année à l'échelle de la France. Sur ma petite commune forestière de Barizet, dans la vallée des Vaux, au nord c'est Mercurey, au sud c'est Givry, pour vous situer l'emplacement de cette commune inconnue de tous. Voilà, on sort une 50aine de chênes tous les 2 ans de la forêt. Donc à l'échelle de la France, 1000 chênes, c'est rien du tout.
Par contre, intéressez-vous plutôt aux pratiques de l'affûtaie régulière, qui est le dogme actuel de l'ONF dans toutes les forêts. C'est beaucoup plus intéressant. On fait de la coupe à blanc à grande échelle, du layon après tous les 6 mètres. On transforme les forêts en champs de cellulose. Donc, ça, c'est beaucoup plus grave que... On est plus inquiet de cette évolution, y compris pour les chaudières à bois. Alors, très bien qu'on utilise des forêts, des arbres d'élevage, si je peux dire, qu'on a plantés pour ça. On plante des arbres juste pour l'utilisation, comme celle-là, pour alimenter, faire de la production relativement écologique, avec peu de CO2, etc., qu'on utilise ça pour les chaudières. Mais qu'on aille dans le Morvan, pour parler Bourgogne, et qu'un propriétaire privé vende et dise à des gars, vous pouvez tout couper, et les gars arrivent avec des engins, ils coupent des gros chênes, des gros hêtres. La dame qui défendait ça, d'ailleurs, elle est décédée il n'y a pas longtemps. Lucienne Aise. Commencé son projet. Et donc, là, ça va pas. Et le propriétaire, il touche de l'argent pour le bois qu'il a vendu en massacrant des vieux arbres qui auraient joué leur rôle pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et il retouche de l'argent parce qu'il participe au plan de plantation d'arbres pour, vous savez, le milliard d'arbres qu'on plante en France. Il touche deux fois de l'argent. C'est un scandale. Et à la place, ils vont fiche des Douglas biodiversité désastreuse, etc. Donc, effectivement, il y a des grands sujets d'inquiétude. Bonsoir, je connais votre association depuis pas mal d'années. Il me semble, excusez-moi, je ne peux pas très bien l'articuler ce soir. Il me semble que vous n'avez pas précisé que votre association avait été reconnue par l'Assemblée nationale. La déclaration des droits de l'arbre avait été reconnue par l'Assemblée nationale. Il me semble que vous ne l'avez pas précisé. Parce que ce n'est pas la réalité. C'est une ambiguïté qui a fait qu'on a lancé. On avait l'aide d'une députée. On peut la citer, elle était ministre de l'Environnement, c'était Delphine Batteau. Certains connaissent son nom. Delphine Batteau nous a aidés. Et tiens, je vais vous aider, on va lancer la déclaration des droits de l'arbre depuis l'Assemblée nationale. Mais on a lancé le texte depuis l'Assemblée nationale, mais il y avait une seule députée. Donc c'est pas du tout reconnu par les... Voilà. Mais je reconnais qu'il y a une ambiguïté. Je suis surprise. Oui, mais... Pour moi, c'était une chose... Non, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais on ne désespère pas d'avancer beaucoup sur cette question-là, y compris ce qu'on envisage, Alain le sait même pas encore, de nos prochaines décisions va être de demander aux maires des grandes communes de France, des plus petites communes, mais de grandes communes de France, de faire une déclaration en notre compagnie demandant des modifications de la législation française concernant les arbres, à commencer par les choses toutes simples, dire que l'arbre est un être vivant. Or ça, c'est pas dans la législation française. Ça ferait du bien à la ville d'Auxerre, par contre. Voilà, mais... Parce que question de ne pas respecter les arbres, je crois qu'on est quand même assez servi de ce côté-là. Voilà. Quand vous parlez ce que tout le monde est censé savoir, du côté précieux des arbres et de ce qu'ils nous apportent de bénéfique, et qu'à la place, on entend, ça va être bétonné, qu'on va sacrifier un nombre certain de petits bois ou de forêts. Et le problème s'est posé à plusieurs reprises sur la région d'Auxerre. Chaque fois qu'on peut, on va intervenir et soutenir, même s'il n'y a pas d'arbres remarquables, pour préserver un espace naturel, avec une idée très simple. La planète et les hommes ne peuvent plus se permettre aujourd'hui d'abandonner le moindre petit espace naturel. La priorité doit être à sa préservation, y compris si on construit quelque chose d'important. Vous allez construire quelque chose d'important, je veux dire un truc, une école, un collège. D'accord, très bien. Nous, on a évidemment que pas s'y opposer. Mais il y a des arbres à cet endroit-là
commencer, que ce soit les urbanistes, les architectes, etc., à voir comment peuvent être préservés les arbres qui sont là, en place. Et ensuite, concevez votre projet. On essaie d'inverser les polarités qui étaient avant de couper tout. On coupait tout et puis on réfléchissait au plan. Alors, comment expliquer qu'on doit encore se battre pour justement des choses qui sont à l'heure actuelle tellement évidentes? Voilà, c'est un éternel combat. La réponse est simple. La réponse est simple, elle s'appelle Homo sapiens. Mais croyez bien, pour finir sur une note positive, qu'il y a beaucoup de choses positives aussi qui se font un petit peu partout. L'on connaît. Ne pensez pas que ce soit tout noir et tout négatif. C'est dommage.